Bonjour, donc ici dans la capsule, on va voir le principe de base pour faire de l'apprentissage par renforcement ou de la programmation dynamique avec la notion qu'on a introduite d'approximation de fonction. Donc ici, j'ai écrit une mise à jour d'une fonction coût à venir qui dépend d'un état et d'une action pour l'algorithme qu'on appelle en anglais Q-learning. Ici. Donc, avec cet algorithme-là, pour chaque état possible et chaque action possible, il faut mettre en mémoire et mettre à jour des valeurs discrètes dans une table. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que si on a un système à la base qui est continu, par exemple, il faut le discrétiser en différents niveaux de valeurs que ces chiffres-là peuvent prendre. Et là, dans notre table, on va mettre des chiffres qui représentent c'est quoi la valeur ici. Donc, si dans le cas de Q-Learning, on va avoir une valeur qui dépend pas juste d'un axe des X, mais aussi d'un axe des actions. Donc, pour chaque état, donc mettons, je me trouve à X égale 1, 2, 3, 4. Pour un état 4, par exemple, il faudrait que j'aille voir aussi sur un autre axe l'action U. J'aurais une valeur discrète, un gros tableau là où dans mon ordinateur. L'idée, c'est que cette approche-là, quand on a beaucoup de dimensions, beaucoup d'états possibles ou beaucoup d'actions possibles, ça devient problématique parce qu'il y en a beaucoup trop, ça devient impossible à gérer, ça prendrait trop de calcul, trop de mémoire pour un ordinateur. Et c'est quelque chose qui est exponentiel avec le nombre de dimensions, donc ça ne prend pas un système si compliqué que ça pour que ça devienne irréaliste de faire une itération avec des fonctions exactes comme ça. Donc, juste donner un petit exemple, mettons qu'on voudrait programmer l'intelligence d'une voiture, puis on va juste regarder un cas simplifié d'une voiture dans le plan. Donc, mettons que je voudrais représenter l'état X. Qu'est-ce qu'on aurait besoin ici pour représenter? Bien, ici, j'aurais trois dimensions. J'aurais une position X, une position Y, puis j'aurais aussi un angle θ. X, Y, θ. Donc l'état ici, il y aurait trois dimensions continues qu'il faudrait que je représente. Et ensuite, mettons en termes des actions, ben, ma voiture, mettons pour un modèle très simple, on pourrait considérer que ma voiture elle a une vitesse V. Et je contrôle aussi les roues de la voiture qui ont un angle de direction qui serait une deuxième dimension à mes possibilités d'action ici. Donc, mettons que je veux travailler avec un algorithme exact avec des états discrets. Ici, à la base, on part avec des états des actions continues, ce qui est typiquement un problème, parce que là, il faut falloir les discrétiser. Supposons que, je dis, ça ne me dérange pas de discrétiser, j'ai un gros ordinateur, je vais mettre des X de moins 10, moins 9.9, plein de valeurs possibles, de moins 10 à 10, mettons que c'est le domaine que je veux étudier. Puis là, j'ai discrétisé, j'ai une nouvelle valeur de X pour chaque 0.1 mètre que je représenterais où ce qui est mon auto. On voit, on pourrait faire la même chose pour chacune des dimensions. Et si on veut représenter toutes les actions possibles, on pourrait aussi discrétiser nos actions, pas de problème. Comme ça. Et par exemple, ce qu'on se rend compte, c'est que ici, sur mon axe des X, ce qu'il faut que je représente, c'est un état qui représente exactement c'est quoi l'état du système. Donc, un état discret, ça représente une combinaison de toutes les dimensions possibles comme ça. Et donc, on va avoir, si on est dans le cas de Q-Learning, où on a une variable qui dépend d'un état, mais aussi d'une action, il faudrait avoir une valeur Q
pour chaque combinaison possible de niveau de x, de niveau de y, de niveau de θ, de niveau de vitesse, de niveau d'angle de direction. Donc on voit, il y a combien de valeurs Q ici qu'il faudrait garder en mémoire. Mais supposons que chaque vecteur ici, je l'ai discrétisé en 100 valeurs. Bien, j'aurais ici 100 fois 100 fois 100 fois 100 fois 100 valeurs Q à garder en mémoire. Et à toutes les fois que je fais une itération, je dois en faire plusieurs pour que mes valeurs Q convergent. Fait que là, je dois faire 100 à la 5 itérations plusieurs fois pour que ça converge. Donc, on voit que plus j'ai de dimensions, le nombre d'états, ça se multiplie à toutes les dimensions qu'on rajoute. Donc, c'est comme exponentiel le nombre d'états discrets en fonction des dimensions de mon système. Donc, c'est ça qu'on appelle en anglais la curse of dimensionality. Donc, ce que je vais traduire par la malédiction des dimensions. Donc, une idée pour essayer de contourner cette malédiction-là, c'est que on va laisser tomber l'idée d'avoir en mémoire une valeur précise pour chaque état précis sur lequel je me trouve, mais on va plutôt essayer, donc mettons ça c'est mes valeurs Q exactes, on va essayer plutôt de fitter une courbe, on va appeler chapeau les fonctions qui sont approximées, qui va dépendre XU, mais qui va avoir un nombre de paramètres plus limité que le nombre de combinaisons possibles. Donc, par exemple, une idée de simple, c'est que si, mettons, on voit que j'ai une tendance ici quadratique, ben, j'ai pas besoin d'avoir en mémoire chaque position x, y sur ma fonction. Je pourrais juste avoir en mémoire, par exemple, un paramètre a, x au carré plus bx plus c. Par exemple, j'aurais 3 paramètres qui permettent de représenter plein de possibilités de x. Mais ça va être des approximations. Donc l'idée, on va parler dans une prochaine capsule spécifiquement des différentes façons d'approximer des fonctions. Ici, dans la capsule, on va d'abord parler, supposons que j'ai une approximation de fonction, qu'est-ce qu'on change dans mon algorithme pour mettre à jour mes valeurs, donc comment on modifie l'apprentissage. Donc ça, on peut voir ça comme une erreur. Quand on va être convergé, ça représente exactement le coût à venir, et ça, c'est le coût à venir que j'ai en mémoire pour mon état actuel. Donc ça, c'est comme l'erreur de mon coût à venir, que je veux qu'il soit 0 quand je vais avoir trouvé les bonnes valeurs Q. Donc l'idée, c'est que mon approximation de fonction, ce qu'on va modifier, ça va être ces paramètres de l'approximation. Donc on va avoir une mise à jour des paramètres W. Puis on va modifier les paramètres W avec encore une fois un concept de taux d'apprentissage. Donc, et ici, on va aller dans la direction de l'erreur. Mais pour savoir la direction de l'erreur, vu que ça, c'est pas directement ma fonction comme telle, il faut rajouter un autre terme qui est, on va dériver l'erreur par rapport au paramètre W. Fait que ça, c'est l'idée générale derrière une descente de gradient. Et ici, l'erreur qu'on veut minimiser, c'est ça. Et plutôt que d'ajuster directement ici la valeur précise qu'on fait une mise à jour, mettons je prends pas de recul, supposons que ça, c'est les vraies valeurs Q. Dans un cas exact, qu'est-ce qui arrive? C'est si on arrive ici, on évalue ma fonction, on arrive ici, on fait cette itération-là ici, on va évaluer, j'ai une erreur, on va ajuster juste cette colonne-là, mais on n'ajuste pas les autres colonnes autour.
Tandis qu'avec cette idée-là ici, ce qu'on va ajuster, supposons que j'arrive ici et je calcule la même erreur, c'est qu'on va modifier les paramètres A, B, C de la courbe pour essayer de minimiser l'erreur ici du point que j'ai évalué. Donc on voit que l'idée que ça va prendre moins de calcul, c'est que s'il y a une tendance qui fait que dans une région donnée, il y a plus de coûts à venir, ben, je n'ai pas besoin de visiter chaque état indépendamment. Mon approximation de fonction va disperser l'information naturellement si mon approximation est adéquate. Donc l'idée générale, c'est ça. Donc si je vous réécris Q-Learning version approximée, ça va donner, on met à jour les paramètres avec un taux d'apprentissage. L'erreur, c'est la même chose qu'ici. Il y a une petite subtilité qui est ici, ça va être notre fonction approximée. On n'a pas accès à la vraie fonction Q. Donc, on regarde l'erreur en utilisant notre fonction approximée. Puis, la méthode de base, on va supposer que ce terme-là est comme constant momentanément, puis on va juste dériver par rapport à ce terme-là. Donc, c'est pas un vrai gradient, mais c'est une méthode qui fonctionne bien dans plusieurs situations, mais pas toujours. Il y a une version un peu plus compliquée qu'on descend le vrai gradient, que vous pouvez regarder dans un livre, ou je ferai peut-être une capsule sur ça aussi. Mais la méthode de base, c'est on dérive juste par rapport à... on suppose que ça, c'est un terme constant quand on prend la dérivée partielle. Donc la dérivée, c'est juste comment Q... La dérivée de l'erreur par rapport à W, c'est juste la dérivée de l'approximation par rapport à W, ce qui est plus simple et qui fait une itération relativement simple. Donc, on va voir que les types d'approximations qu'on aime pour faire de l'apprentissage par renforcement, c'est des approximations qui sont différenciables. C'est facile de retrouver comment nos paramètres influencent notre approximation. Donc ça, c'était pour l'apprentissage par renforcement, mais on peut faire la même chose dans un cas de programmation dynamique où si j'ai un modèle de mon système et je veux trouver la loi de commande optimale, donc l'algorithme d'itération de valeur, on se rappelle que l'algorithme d'itération de valeur, c'est je mets à jour des fonctions j de x, donc ça c'est le coût à venir, que dans ce cas-ci dépend juste de l'état. Et on calculait le minimum en fonction de u de g plus j de f de x de u, qui représente, ça c'est le prochain état, c'est x de k plus 1. Ici, on suppose qu'on a l'équation de la dynamique du système dans le cas de cet algorithme-là. Donc ça, c'est juste pour faire une analogie avec ça ici, on peut réécrire cet algorithme-là comme une itération que je mets à jour aussi ma valeur j avec un taux d'apprentissage. Et ça, c'est un cas particulier où le taux d'apprentissage est égal à 1. Donc ici, j'aurais min u de g plus j de f de x de u moins j de x, comme ça. Donc on retrouve ici le pattern que ça c'est mon erreur, ça c'est le taux d'apprentissage. Si on met le taux d'apprentissage égal à 1, on retrouve l'équation qu'on avait, itération de valeur bien régulière. C'est intéressant d'avoir un taux quand on travaille avec une approximation qui n'est pas égale à 1 parce que on ne sait pas exactement c'est quoi on n'a pas de garantie que notre approximation elle peut vraiment fitter la vraie chose. Donc on ne veut pas essayer de faire un pas, aller trop loin, de mettre l'erreur égale à 0. Ça peut créer des problèmes, on va essayer d'y aller tranquillement. L'idée d'avoir un pas pour y aller tranquillement, c'est critique pour que la descente du gradient stochastique, ça fonctionne. Donc ici, si on fait juste ajouter, comme on a fait ici, la couche qui manque, si j'ai une approximation pour J, donc je vais écrire en bleu la version approximée, je vais mettre à jour mes paramètres W,
en fonction de l'erreur. Puis on calcule encore une fois de la même façon. Là, ça va être avec l'approximation J chapeau. Moins J chapeau de X. Et là, ici, il manque la dérivée de l'erreur par rapport à mes paramètres. Dans ce cas-ci, si on fait la même approximation que j'ai parlé tantôt, on fait juste dériver par rapport à ce terme-là, puis on prend lui comme constant pour faire ma dérivée partielle. Ben, j'ai juste un terme de la dérivée de l'approximation J chapeau par rapport à W évalué à X ici. Fait que ça, c'est itération de valeur avec une approximation de fonction. Plutôt que de mettre à jour un tableau de valeurs qui représente la fonction directement, on met à jour des paramètres d'une approximation de fonction. Et on peut appliquer ça à toutes les méthodes qu'on a déjà vues, Q-learning, itération de valeur. C'est une des façons de vaincre la malédiction des dimensions. Donc, prochaine capsule, je vais discuter des différentes options de comment approximer une fonction. Il y a plusieurs méthodes pour mettre des approximations de fonctions. Les nommant rapidement, on pourrait essayer comme ici, un polynôme, on a les séries de Fourier, on a des fonctions radiales qu'on peut utiliser, on a des approximations non linéaires, les réseaux de neurones. Donc, il y a plusieurs méthodes possibles pour approximer ça. Peut-être un petit point, les approximations qui sont linéaires, ils ont des meilleures propriétés de convergence. Si on a une approximation non linéaire, on n'a pas trop de garantie que ces méthodes-là vont converger de façon générale. Donc voilà.